Je vais commencer par vous présenter le thème de réflexion et les différents intervenants. Ensuite, on donnera la parole progressivement à Dako Gelbel, à Sophie Bessis, à Noir Delena et Madame Rachel Bensen. Alors, cette première table ronde vient animer l'exposition et poser un certain nombre de questionnements qui sont nécessaires. Ce sont des interrogations importantes qui devraient nous permettre d'apporter un certain nombre d'éclairages sur cette exposition et sur la révolution elle-même. Ça va comme ça? Alors, ces tables rondes, je pense qu'il y en aura 4 ou 5. En tout cas, la première, celle-ci, pose l'interrogation de savoir ce qui a mené la Tunisie révolutionnaire vers le choix de la constituante. Le second séminaire portera sur les instances, les différentes instances, la haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, la deuxième instance qu'on appelle l'instance Bouderbella, sur les violations, la troisième instance, qui s'intéressait également aux malversations, et pour finir, l'ISI. La troisième va rendre hommage aux journalistes qui se sont impliqués dans la couverture des événements en dépit du risque qu'ils couraient. La quatrième sera consacrée à une réflexion sur les archives numériques, et les deux dernières porteront sur des témoignages des syndicalistes ainsi que des acteurs de la révolution, comme par exemple l'ordre des avocats, le syndicat dont je viens de parler, ainsi qu'un certain nombre d'associations. Et la dernière portera sur les témoignages des blogueurs. Voilà les activités qu'on a envisagé d'organiser autour de cette exposition. Alors, nous, différents intervenants, d'abord, je souhaite la bienvenue à Dako Gelbel, qui vient d'Algérie, qui réfléchit beaucoup sur l'histoire contemporaine, qui est historien et qui enseigne à l'Université d'Alger et qui a fondé en 93, si je ne me trompe, qui est directeur plus exactement, en 91, la revue d'études critiques Naqad. Ces travaux portent sur des témoignages d'acteurs et de la lutte sur la libération nationale en France, des Algériens en France. Et je pense qu'il s'intéresse, et c'est la raison pour laquelle nous l'avons invité, au rapport qui existe entre l'histoire et la mémoire. Il a publié donc l'organisation spéciale, tu me corriges d'accord si je dis des bêtises, l'organisation spéciale de la Fédération de France, du FLN, entre 1952 et 1962, et 56, 62. Il nous parlera de l'expérience algérienne qui va nous apporter un certain nombre d'éclairages comparatifs avec la situation tunisienne, dont nous parlera Sophie Bessis par la suite. Alors, je présente toujours les intervenants. Donc, Sophie Bessis, que vous connaissez, vient de faire paraître un livre qui n'est pas encore en librairie et dont je me félicite d'avoir la primeur. Donc je fais plus de publicité pour moi-même que pour le livre. Ce livre retrace l'histoire de Carthage à nos jours. Et voilà, donc ce sont les travaux de Sophie. Sophie n'a pas écrit uniquement ce livre, évidemment. Je vous lis de façon très rapide l'essentiel de ses travaux: l'arme alimentaire, la dernière frontière. Ensuite, ce sont des ouvrages qui portent sur l'économie plutôt. Ensuite, les femmes du Maghreb, la faim dans le monde, Habib Bourguiba, qui est une biographie qu'elle a faite avec Sohaib El Hassan, Mille et une bouches, l'Occident et les autres, les Arabes, Dedans dehors, qui est plutôt les Arabes, les femmes de la liberté, excusez-moi. Dedans dehors, qui est plutôt un roman, et La double impasse, qui est son dernier ouvrage, je dirais, académique, Les Valeureuses, qui est un récit biographique de portraits de femmes.
Et pour finir, ce livre dont je viens de vous parler. Sophie nous parlera du thème que nous avons proposé, c'est-à-dire d'une réflexion qui porte sur le processus révolutionnaire qui a abouti à la Constituante. Est-ce un choix politique? Est-ce un choix populaire? C'est à cela que nous allons essayer de réfléchir ensemble. Par la suite, vous avez à ma gauche Omar Bendena, que vous connaissez sans doute aussi, et dont les travaux portent sur quelque chose d'assez particulier. J'ai regardé son blog. Quand on observe le blog d'Omar, d'abord, le fait qu'elle ait un blog, ça prouve bien qu'elle est dans l'air du temps. Et la réflexion qu'elle porte souvent sur des faits, non pas seulement récents, mais des fois immédiats. Hein, comme par exemple ses interrogations sur l'héritage, l'égalité dans l'héritage, comme sa réflexion sur un certain nombre de points qui sont dans notre quotidien, le processus démocratique et quantité de questions de ce type, que vous pouvez d'ailleurs consulter dans cet ouvrage qui est paru dans la série recherche-publication de l'Université de la Manouba, qui s'intitule « Parler en historienne après 2011 ». Donc le regard porté sur des événements récents et immédiats sont ceux d'une historienne. Et donc analysera la question que nous posons à la lumière de cette analyse historique des événements très récents. Nous sommes allés du plus large vers le plus précis, le plus en profondeur. Nous sommes passés du voisin vers l'intérieur, vers le temps le plus proche, et maintenant nous allons vers les profondeurs de l'inconscient avec Raja Ben Slema, dont vous connaissez la double formation en tant que littéraire arabisante et professeur de civilisation arabe, et par ailleurs son expérience de psychanalyste lui a fait écrire un tas d'articles en psychanalyse, dont un d'ailleurs qui est paru dans la revue Nartre dont je vous parlais tout à l'heure et qui s'intitule la crise, la folie sensorielle, excuse-moi, la crise des fondements. Elle a écrit d'autres ouvrages, d'autres articles, excusez-moi, Le pénis inversé de la femme, histoire d'une fantaisie théorique, dans désir et sexualité, Islam et fantasme de l'islam, entre traduction et réappropriation, excusez-moi. Ce n'est pas tout. Rachel est une militante. Hein. Elle a failli se retrouver un jour poursuivie. Elle a été poursuivie, mais c'est allé jusqu'au mandat d'Américain. C'était, je vous le rappelle, en février 2013, suite à une petite altercation verbale qu'elle a eue avec un libraire. Et donc, ici, vous avez des gens impliqués directement dans certains événements, d'autres qui les observent avec attention. Donc, on va commencer à donner la parole à notre cher invité, Daro Gerbet. Donc, je vous rappelle qu'il est algérien et que ce travaux porte sur l'histoire contemporaine de l'Algérie. À toi, Daro, le temps de parole, normalement, c'est 10 minutes. Mais comme tu t'es déplacé jusque-là, je t'accorde 5 minutes de plus. Je remercie vraiment du fond du cœur des organisateurs de cette exposition et de cette table ronde, des organisatrices principalement, et aussi le fait de revenir ici à Tunis, en Tunisie, qui n'est pas, comme vous le savez, pour nous tous, un pays étranger, mais un pays frère. On le dit comme ça dans les discours idéologiques, etc. Mais c'est une réalité parce que, ayant beaucoup travaillé dans l'histoire contemporaine depuis la conquête coloniale, les résistances, la répression de ces résistances, il est très très fréquent de voir dans toutes les périodes de cette histoire des mouvements de population, des militants bannis assignés à résidence d'un pays à l'autre, etc. Comme j'ai participé ici à plusieurs rencontres et séminaires et colloques. Donc ces passages, ces communications entre nos deux expériences historiques sont extrêmement importantes
d'autant que dans notre histoire commune, nous avons eu des entités politiques, étatiques, communes, et donc la question des frontières, de l'État territorial, de l'État-nation, est une question très très récente, très contemporaine, par rapport à ce que nous avons connu ensemble avant cette période. Et pour les 10 ou 15 minutes qui m'ont été assignées pour pouvoir intervenir sur une question extrêmement grave, extrêmement importante, du point de vue de l'histoire du temps présent, comme il était dit tout à l'heure, et aussi du point de vue de l'histoire contemporaine. Pour ce qui est de l'Algérie, donc je ne vais pas trop faire de présentation plus ou moins longue sur les aspects théoriques, épistémologiques et autres. Je vais essayer d'aller directement dans le vif du sujet, d'autant que j'ai travaillé, heureusement, sur la question de la suggestion coloniale, jusqu'à l'assujettissement au pouvoir à une autorité despotique, la quête du droit citoyen dans l'Algérie contemporaine. Or, la quête du droit citoyen n'est pas seulement un fait de l'Algérie contemporaine, mais c'est un fait du Maghreb contemporain d'une manière générale. Et c'est la raison pour laquelle il est très important pour nous de nous pencher sur les notions que nous avions acquises et que nous formulons, que nous utilisons sans distance critique, en particulier la question de l'État, la question du pouvoir d'État, des appareils d'État, puis la question de la société et la question de la citoyenneté dans la société. D'autant que nos sociétés, la plupart, en tout cas d'une manière ou d'une autre, ont connu des périodes de communauté et de communautarisme avant de connaître les processus d'individuation qui sont porteurs de la question de la citoyenneté moderne et contemporaine. Donc, à ce moment-là, il est pour nous, historiens, assez clair que la différence entre l'Algérie et la Tunisie d'un côté et le Maroc de l'autre est extrêmement importante à relever et à souligner, d'autant que au Maroc comme en Tunisie, les institutions étatiques, les formes de la représentation, les pouvoirs constitués ont été maintenus et coiffés par les protectorats français, que ce soit au Maroc ou en Tunisie. Tandis qu'en Algérie, c'est un processus de colonisation de peuplement. Mais c'est un processus d'abord de conquête militaire et de destruction de toute institution, de toute structure qui a préexisté à la présence française. En utilisant évidemment, sous forme de collaboration, quelques éléments de ce qu'on pourrait appeler les élites civiles et les élites militaires de l'Algérie qui ont collaboré, qui ont accompagné la colonisation de l'Algérie. Donc au fond, dans tout ce processus de colonisation, de domination coloniale, d'expropriation de ceux qui représentaient, de ceux qui permettaient l'identification des Algériens à eux-mêmes, il y a un fait qui est probant, établi, c'est qu'en 1962, nous n'héritons pas d'un État constitué, nous héritons d'un appareil administratif et militaire, parce que l'État français, il est en France, il n'est pas en Algérie. En Algérie, il y a des dispositifs de domination, des dispositifs de conquête, des dispositifs de subordination de la population algérienne à une présence étrangère. Or, cela est extrêmement important parce que quand on commence à réfléchir à la définition classique de l'État, la définition classique de l'État repose sur les pouvoirs souverains. Or, la souveraineté, la question de la source de la souveraineté se posait pour la révolution nationale algérienne, c'était de ramener la source de la souveraineté en Algérie, qu'elle soit adéquate au territoire et à la population de l'Algérie, en tant que peuple et en tant que nation. Ce qui est donc l'objectif fondamental, premier, de la révolution algérienne. C'est en fait de reconquérir sa souveraineté territoriale et de réinstituer son existence en tant qu'État et en tant que nation. Or, ce qui va se passer en 1962, à l'indépendance,
c'est que l'Algérie va hériter donc d'un appareil administratif et d'un appareil militaire. La constitution de l'État était encore à faire. La constitution de l'État était à faire avec une élite qui est très très loin de ce que peut avoir été l'élite au Maroc et en Tunisie, élite administrative, élite intellectuelle, élite politique, etc. Très très rapidement, pour donner une idée de ce qu'a été cette élite au sens d'une formation universitaire supérieure ou de longue expérience d'administration, de gestion des affaires, de gestion du quotidien. En 1962, il y avait en tout et pour tout à l'Université d'Alger 750 étudiants algériens pour 2500 étudiants européens. Donc 750 étudiants algériens, dont quelques dizaines d'étudiantes femmes, filles, et il n'y avait pratiquement pas de niveau de direction dans les élites algériennes, à savoir direction d'entreprise, direction d'administration centrale. Il a fallu tout faire, tout recommencer à zéro pour pouvoir ainsi progressivement reconstituer un appareil d'État algérien, reconstituer aussi une identité algérienne en adéquation avec le projet politique, qui est le projet politique d'indépendance et de souveraineté de l'Algérie par rapport à l'ancien domaine. Donc, un autre aspect extrêmement important qu'il faut relever, c'est l'aspect de la guerre de libération. C'est-à-dire qu'en 1954 et 1962, c'est une situation de conflit ouvert, de passage à la violence extrême, de destruction généralisée. Et donc, il fallait aussi, de ce point de vue-là, donner la primauté aux armes. C'est-à-dire qu'en fait, progressivement, se poser à l'intérieur du mouvement national la relation entre civil et militaire. Donc, petit à petit, l'aspect militaire a pris le dessus sur l'aspect politique. Parce que l'aspect politique a été, disons, minoré ou détruit par l'arrestation, la liquidation physique de tous les dirigeants politiques expérimentés. Et ce qui fait que ce qui a pratiquement dirigé la lutte, c'est progressivement la disparition ou la minorisation des cadres politiques au bénéfice des cadres militaires ou des porteurs d'armes, pour être plus précis. Parce qu'en arabe, on confond aujourd'hui souvent entre l'askari ou le medel. Or, ce n'était pas des askari, c'était des genoux, c'était des mujahidines, c'était des militants porteurs d'armes. Donc, au fond, les conditions de la lutte armée ont fait que l'appareillage politique du FLN d'abord, puis l'appareillage politique des éléments qui ont rejoint le FLN, qui appartenaient à d'autres tendances que la tendance du PPA, qui étaient des libéraux, qui étaient des réformistes religieux, ou d'autres, ou des communistes parfois. Tout cela a été, disons, mis en marge, marginalisé par rapport à la question de la lutte armée et de la direction de cette lutte armée par des porteurs d'armes. Donc, en arrivant en 1962, le problème qui se posait pour les dirigeants de l'État algérien, enfin de l'Algérie plutôt que de l'État algérien, de l'Algérie en 1962, c'était des problèmes fondamentaux. Quelle voie et quels objectifs définir en priorité pour la politique algérienne, politique de l'État et pour la société algérienne? Quelle force d'organisation et quel type de direction adopter? Avec quelle force s'allier? Quelle force intérieure et quelle force internationale s'allier? Est-ce qu'il fallait s'appuyer sur le parti, sur les partis, sur le mouvement disons sur les mouvements politiques, sur des mouvements politiques, ou sur des fronts des forces nationales? Et ces forces nationales devaient-elles être libérales,
ou socialisante? Quel était le centre d'expression le plus apte à soutenir le projet et le plus apte à lui sauvegarder son caractère révolutionnaire? Donc toutes ces questions étaient des questions qui étaient posées et aussi avec elles le problème de la constitutionnalisation. Que dire donc de ce processus de constitutionnalisation du droit des citoyens dans l'histoire contemporaine de l'Algérie? Quels sont les rapports entretenus par le système colonial et par la société colonisée elle-même entre l'intérêt privé et l'intérêt général, la chose privée et la chose publique? Comment la société post-coloniale, enfin libérée, négocie-t-elle sa relation au droit et son passage de l'individu collectif, de la communauté, à l'individu singulier, de l'espace communautaire à l'espace public? La prégnance des héritages historiques, permanence des solidarités communautaires, primat de la force sur le droit, du militaire sur le civil, ne vont-ils pas peser dans les mouvements, dans les avortements successifs, des tentatives d'instaurer un rapport désormais démocratique au droit constitutionnel? C'est dans le processus de cette évolution que je devais inscrire mon propos, mais le temps ne permet pas de voir comment les dirigeants politiques de l'Algérie indépendante ont dû composer, ont dû faire avec tous ces défis qui se posaient, c'est-à-dire la définition des appareils politiques, la définition des appareils militaires, la définition aussi de la question du droit et de la primauté du droit par rapport à la force, etc. La force qui est devenue une culture, l'usage du recours à la force qui est devenue en soi une culture. En 1962, déjà se posait le problème de l'autorité, de la légitimité qui devait l'emporter pour pouvoir se présenter au peuple algérien le jour de l'indépendance. Et la crise a commencé déjà à Tripoli en 1962 pour savoir qui allait remettre entre les mains des représentants du peuple algérien le pouvoir souverain. Est-ce que c'était le GPA, le gouvernement provisoire de la République algérienne? Est-ce que c'était l'état-major général de l'ALN? Ou est-ce que c'était le bureau politique du FLN? Donc ces questions-là étaient ouvertes et on va se rendre compte qu'en fait, il y a des coalitions qui vont se créer et des coalitions hétéroclites, hétérogènes et parfois contradictoires. Puisqu'en 1962, le groupe de Tlemcen qui va l'emporter, on va se retrouver avec d'un côté l'état-major général qui représente les forces armées réunies dans les frontières et qui rentrent dans le pays, mais il va retrouver aussi avec lui des représentants de l'ancienne Union démocratique du manifeste algérien, c'est-à-dire les partisans de Farah Abbas. Et avec Farah Abbas, à leur tête. Les anciens ministres du GPRA, quelques-uns. Puis, Mohamed Khidr, partisan de la primauté du parti FLN, sur le GPRA. Donc, si cette coalition est évoquée, il finit par l'emporter, non sans avoir utilisé la force armée pour réduire les diverses oppositions. C'est donc un groupe prenant le pouvoir par la force que le président de l'exécutif provisoire, qui est Abdelrahman Fares, va remettre les instruments de la souveraineté. On engage dans la foulée les élections pour l'Assemblée constituante. La composition des listes de candidats à l'élection de cette Assemblée constituante était strictement contrôlée par le groupe dominant. Une liste unique par département a été constituée par le bureau politique du FLN et les responsables militaires. La campagne électorale est également organisée par des membres de l'exécutif provisoire qui figurent sur les listes électorales ont été élus. On y relève les noms de Roger Roch, vice-président de l'exécutif, Jean Manonnet, délégué aux finances, dans l'exécutif provisoire de Rocher-Noir. La mention de ces noms et de cette composante que l'on va retrouver dans les bancs de l'Assemblée constituante
constituante laisse augurer l'engagement des dirigeants politiques de l'heure quant à une ouverture, à une représentation de toutes les communautés et confessions du pays. Donc il y avait quelque part un espoir que l'Algérie allait se donner une constitution et une organisation politique ouverte, disons, et multiforme. Or, et je passe beaucoup sur beaucoup de faits, lors de la première réunion de l'Assemblée nationale constituante en septembre 1962, il y eut une passe d'armes entre Farhat Abbas, l'ultralibéral et l'ultradémocrate, président du bureau de l'Assemblée, et Hossein Aït Ahmed, ancien membre dirigeant de l'organisation spéciale du Parti du peuple algérien, ancien membre du FLN et du GPRA, et ancien vice-président du GPRA. Donc cette passe d'armes entre Farhat Abbas et Hossein Aït Ahmed, ce dernier va intervenir et poser la question préjudicielle qui soulève en fait toute la problématique du processus constitutionnel. Il dit: nous avons aujourd'hui la mission d'investir le premier gouvernement de la République démocratique et populaire. Il va de soi que les attributions de ce gouvernement doivent être clairement définies et qu'il exercera ses pouvoirs sous le contrôle de cette Assemblée. Donc, le problème qui se pose dès la première séance de l'Assemblée constituante, c'est qu'est-ce qui va passer en premier? Est-ce qu'on va définir le programme, les fondements de la constituante d'abord, et les fonctions de l'exécutif, ou est-ce qu'on va élire l'exécutif, et puis on verra ensuite pour les définitions des missions entre les différents pouvoirs de l'État algérien. Et on va se rendre compte que ici, la décision qui va être prise est prise par Farhat Abbas, président de cette Assemblée constituante, en disant non, il n'est pas question de débattre, pour l'instant on n'aura pas le temps, du programme et des fondements de l'État algérien. On va d'abord désigner Belbella comme président de l'exécutif gouvernemental. Et donc au fond, le paradoxe, c'est que l'élément le plus démocrate et le plus libéral du mouvement national algérien va donner la priorité à l'exécutif sur le législatif et sur le juridique. Donc au fond, nous avons ici les éléments qui vont faire que chaque échec, chaque limite pourra atteindre le dispositif constitutionnel algérien va amener à une période de coup de force militaire. C'est-à-dire qu'au fond, à chaque fois qu'on va essayer de sortir d'une crise, c'est une sorte de putsch militaire qui va l'emporter, comme cela a été le cas donc, en 1965, le 19 juin 1965, quand le système politique du parti FLN était entré en crise. Ça a amené la direction de ce parti à négocier un accord avec l'opposition qui était représentée par le FFS, Front des Forces Socialistes, et le Parti communiste algérien. Un accord a été conclu pour rentrer dans le multipartisme. Quelques semaines plus tard, arrive le coup d'État militaire du 19 juin 1965. La même situation va se retrouver en 1900, et je vais très vite et pour terminer, en 1988, octobre 88, c'est un soulèvement populaire d'une échelle un peu inférieure à celle qu'a connue la révolution tunisienne de ces dernières années. Et donc, en fait, nous sommes encore une fois dans une situation où il faut négocier avec les forces qui représentent la société un nouveau dispositif politique donnant la possibilité d'une représentation de la parole du peuple, mais cette fois de la parole du peuple citoyen, et non pas de la parole du peuple comme un mouvement de masse. Donc, et ainsi, la Constitution qui va arriver après les événements d'octobre 88 en Algérie, la Constitution de 1989, est adoptée à la suite d'une crise du régime sans précédent. Elle ouvre la voie au multipartisme et semble ainsi privilégier pour la première fois l'expression de la souveraineté populaire. Cependant, comme le fait remarquer
l'auteur de la revue NAP et un des membres fondateurs de la revue NAP, le FNL n'a pas été privé de son pouvoir sur les appareils de l'État. La Constitution n'a pas non plus favorisé une réelle expression pluraliste, malgré les apparences d'un multipartisme, sur la nature duquel les interrogations ne manquaient. La Constitution a fonctionné jusque-là avec une assemblée éloignée des qualités attachées à la souveraineté nationale, dans la mesure où elle reste le siège d'une souveraineté partisane. En s'abritant derrière les oppositions constitutionnelles, les appareils de l'État modulent leurs interventions et leurs désengagements en fonction des intérêts du pouvoir. Or, et pour terminer, les intérêts du pouvoir d'État ont fait que progressivement, des années 60 aux années 80-90, ceux qui avaient été nationalisés dans le début des années 60 pour redonner au peuple l'accès aux ressources du sol et du sous-sol national, a été ensuite privatisé par l'État. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de glissement de ce qui était le bien public, le bien national, nationalisé, vers un bien étatique, vers un monopole d'État. Donc, appareils d'État qui sont restés ce qu'ils étaient restés, ce qu'ils avaient été dans l'avant-période indépendance, des appareils qui ne sont pas encore un État représentatif de la souveraineté populaire, et cet État est devenu un État patrimonial, privatiste, qui a récupéré les biens de la nation au bénéfice d'une coterie, au bénéfice d'une caste qu'on va finir par découvrir en tant que classe État, en tant que classe qui vit de la rente pétrolière. Et je finis avec ça. Quand la Constitution 89 a connu une nouvelle crise, en 1991-1992, à nouveau, la prise du pouvoir prévisible par des élections législatives qui donnaient la primauté au Front islamique du Salut, a été suivie d'un nouveau coup d'État militaire en février 1989. Donc au fond, nous sommes encore une fois aujourd'hui, jusqu'à ce jour, confrontés à ce défi de l'antagonisme entre la source de la souveraineté populaire et une souveraineté non légitime d'un État qui s'est accaparé le bien public et l'intérêt général. Je vous remercie. Merci d'être pour ce aperçu assez large qui va de ce qu'a posé le colonialisme comme situation particulière à l'Algérie, qui semble avoir quand même déterminé en grande partie l'Algérie jusqu'à d'aujourd'hui, évidemment, d'une certaine façon. On peut poser la même interrogation concernant un petit peu la Tunisie, Sophie nous le dira, mais en essayant peut-être de remonter un peu moins loin, puisque notre interrogation ne porte pas sur la constitution de la première constitution, mais sur la nouvelle constitution qui a succédé au soulèvement populaire. Et notre interrogation est de savoir si cette constitution est née d'une volonté des partis ou si, au contraire, elle émerge d'une volonté populaire ou si elle peut être l'expression de la volonté politique et de la volonté populaire, d'une volonté, je dirais, populaire, politique. Voilà, merci Sophie. Merci. Alors, effectivement, je ne vais pas remonter d'un petit temps aussi long que l'a fait Garot, donc je ne me remonterai pas à l'indépendance de la politique, à la période coloniale, bien qu'on puisse trouver certaines correspondances malgré l'ampleur des différences entre le cas tunisien et le cas algérien. Avant d'essayer d'être d'ailleurs plus factuel peut-être que ne l'a été Garot, avant de rappeler les faits qui ont mené au choix d'une assemblée constituante et non pas d'une reconduction de la Constitution de 1959, je crois qu'il faut quand même rappeler deux ou trois choses. D'abord, et au Maghreb, à ma connaissance, et même plus largement dans le monde arabe même, la charge symbolique
terme de constitution en Tunisie est extraordinairement forte. C'est-à-dire que depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, la constitution est un des axes de la vie politique tunisienne. Même si au départ le pacte fondamental de 1857 a été en partie imposé par les puissances, tout de même, la constitution, que l'on ait été pour ou contre d'ailleurs le processus constitutionnel, la constitution est vraiment un axe central. Vous savez que la première constitution date de 1861, même si elle n'a duré que 3 ans, puisqu'elle a été suspendue en 1800, au moment de la révolte de 1864, elle n'a jamais été réactivée après. Mais vous avez également, parce que je crois que c'est important, le premier parti nationaliste, enfin le deuxième, si on prend le parti réformiste, parti nationaliste tunisien, s'appelle Dostour, que Bourguiba en 1934 et son groupe crée le Néo-Destour. Donc vous voyez à quel point le terme de constitution est un terme central dans l'historicité de la vie politique tunisienne. Et je crois que c'est une des choses, me semble-t-il, qui permet de comprendre pourquoi on est arrivé en Tunisie, après la Révolution, à cette idée de constituante. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la Constitution est une fondation. Quelles qu'aient été les modalités de son adoption, mais la Constitution est un élément fondateur. Les Tunisiens considèrent que la Constitution de 1861 est un élément fondateur de leur vie politique. La Constitution de 1959 est un élément fondateur de la vie politique, dans la mesure où, évidemment, elle introduit un nouvel habitus politique. Et donc, cette volonté de rupture avec le passé, avec l'ancien régime, et quand je parle d'ancien régime, il faut considérer la période qui va de 1956 à 2011 comme une seule séquence historique. Même si, évidemment, elle a des modalités différentes, que le régime de Bourguiba et le régime de Ben Ali sont loin d'être des régimes de type identique. Mais il s'agit d'une seule séquence historique. Et donc, pour rompre avec cette séquence historique, pour mettre un terme à cette séquence historique et entrer dans autre chose, eh bien, les Tunisiens ont réactivé cette importance du terme de constitution. Alors, bien sûr, cela n'a pas été évident. N'oublions pas, pour rebondir sur ce qu'a dit Darro, que quelles qu'aient été les modalités des pouvoirs en Tunisie, c'est-à-dire de pouvoir autoritaire, la Tunisie a toujours été un état civil. L'armée a toujours joué un rôle tout à fait marginal, ce qui nous a quand même évité peut-être quelques déboires importants. Bon, alors, si on reprend le pourquoi de ces débats extrêmement vifs, si on se souvient bien sur constituante ou pas, d'abord, je crois qu'il faut rappeler une chose, c'est que dans la Révolution, tout le monde était d'accord pour renverser la dictature. Il y avait une conjonction de couches sociales, de groupements politiques, c'est-à-dire toutes les forces du pays, quelles qu'elles étaient d'accord pour renverser la dictature. Il y a une espèce de convergence des oppositions, de convergence des lassitudes devant cette dictature. Mais tout le monde n'était pas d'accord pour savoir ce qu'il fallait mettre après. Donc, un consensus global sur le renversement de la dictature, absence de consensus sur, d'ailleurs aussi bien au plan politique qu'au plan économique et social, etc. Ce qui fait que, dans les premiers jours qui ont suivi le 14 janvier, on a d'abord parlé, vous vous en souvenez, d'une reconduction de la Constitution de 1959, d'une débénalisation rapide de la Constitution de 1959, puisque des articles avaient été rajoutés à l'époque de Ben Ali, il y avait eu des réformes de la Constitution, et dans les 60 jours, des élections présidentielles et législatives qui amèneraient une nouvelle équipe politique au pouvoir. Très vite, pour des raisons différentes, une partie de la population n'a pas voulu de ces scénarios. Dans la mesure où je crois que là aussi il y a une conjonction de volonté, il ne s'agissait pas de reconduire le même régime et de remplacer une équipe démonétisée par une équipe plus présentable.
le but de cette révolution tunisienne n'était pas de donner un coup de propre au régime en réalité. Le but de cette révolution était de le changer. Donc, très vite, vous le savez, la notion de rupture avec l'ancien régime s'est imposée. Alors, c'est imposé, je ne vais pas en rappeler toutes les modalités. On se souvient de ce qui s'est passé entre le 14 janvier et le 27 février, à peu près, 2011, puisque c'est à partir du 27 février que le gouvernement Raïd Sebsi, nommé à la suite de la démission du gouvernement Ranouchi, entérine l'idée d'une constituante et que le président par intérim, Claude Bassa, adhère également à ce projet de constituante, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il est porté, disons, par les représentants de l'exécutif provisoire qui, je ne dis pas était au pouvoir en Tunisie, parce que le mot de pouvoir est beaucoup trop fort dans cette époque de transition, mais il est aux affaires, on va dire. Gérer ce qu'il y avait à gérer. Donc, s'est imposé au cours de ces 2 mois l'idée de la dissolution des 2 chambres, surtout après la dissolution du RCD le début février 2011, et l'idée de la dissolution des chambres et la suspension de la Constitution de 50. Je vous disais, volonté de rupture. Mais d'un autre côté, il y a aussi volonté politique et des intérêts politiques qui sont en jeu. Le premier parti politique à se présenter comme partisan d'une constituante est le parti Al-Nahda. Le parti Al-Nahda, immédiatement suivi par des petits partis politiques tout à fait modestes, qui effectivement avaient tout intérêt, aussi bien le parti Al-Nahda que ces petits partis, à rompre, d'abord à adhérer à ce qui semblait devenir une volonté populaire avec le mouvement de la PASPA, et rompre avec l'hyper-présidentialisme du régime précédent, et au-delà de cette rupture avec l'hyper-présidentialisme du régime précédent, ils étaient partisans d'un régime parlementaire dans lequel, évidemment, un parti comme le parti Al-Nahda savait très bien qu'il deviendrait incontournable, quelles que soient les circonstances. Donc, il acquérait ainsi, dans un régime parlementaire, une position, sinon hégémonique, du moins déterminante. Quant aux petits partis politiques, c'était le seul moyen d'exister, en réalité, un régime parlementaire. Et comme l'autre instance avait voté le scrutin à la proportionnelle, donc il y avait des intérêts politiques, évidemment, qui se mêlaient à cela. Voilà un petit peu, très très rapidement dit, les péripéties. Je ne reviendrai pas sur les péripéties jusqu'aux élections d'octobre 2011, parce que d'abord, vous les connaissez, et puis je n'ai pas le temps. Mais je voudrais terminer en insistant, parce que je pense que c'est extrêmement important, en insistant sur le sens de cette période et sur la façon dont les Tunisiens et les Tunisiennes, je devrais d'ailleurs dire les Tunisiennes et les Tunisiens en réalité, ça serait plus juste, se sont appropriés les modalités du cheminement, d'abord vers la Constituante, vers la Constitution. Si on reprend les constitutions de 1861 et 1959, ce sont des constitutions qui ont été élaborées, je m'excuse de ce terme, qui est devenu un peu un mot valise, mais je l'emploie quand même, par des élites. Ce sont 2 constitutions d'élites. La première, d'élite réformiste, la deuxième, d'élite nationaliste. Bon, avec, évidemment, toute la gamme des opinions, tout de même. Enfin, c'était quand même des élites assez homogènes. À partir du moment où, en 1959, les forces d'opposition ont totalement été exclues des débats de la Constituante entre 1956 et 1959, c'était des élites assez homogènes. Donc, 1861, 1959, débat entre élites et Constitution, qui est le résultat de ces débats entre élites. Et pour moi, la rupture essentielle, pourrait-on dire, de post-révolutionnaire est que pour la première fois dans l'histoire moderne de la Tunisie, le choix de la Constituante et la rédaction même de la Constitution n'a pas été un débat en réalité, a été un débat qui a traversé l'ensemble du corps social tunisien et l'ensemble du spectre politique de la Tunisie. Je ne parle pas du peuple parce que là, il faudrait une autre communication. Le mot peuple est à mon sens un construit politique et donc c'est quelque chose de peu profond. Donc, en fait, c'est, et je crois que ce qui est fondamental,
quels que soient, vous savez très bien, les impasses de notre constitution actuelle, quelles que soient les ambiguïtés de notre loi fondamentale, de la Constitution de 2014, qui sont immenses, mais il ne faut pas oublier que cette loi fondamentale de 2014 est le résultat d'une appropriation collective du débat politique. Et ça, je crois que peut-être les principales nouveautés de la période post-2011, c'est celle-là. Et donc, puisque je vous disais tout à l'heure qu'une séquence historique s'est terminée, c'est une rupture avec une tendance de la Tunisie 1956-2011 qui est caractérisée par un processus de modernisation autoritaire. Et peut-être, d'ailleurs, et ce sera ma dernière phrase, parce que je crois que sinon je n'ai pas mon temps de parole. Bon, d'accord. C'est que, justement, les apories, les ambiguïtés de cette constitution sont dues au fait qu'il ne s'agit plus d'un processus de modernisation autoritaire. Et que donc toutes les contradictions de la société tunisienne et toutes les contradictions idéologiques de la société tunisienne entre ces différentes tendances sont gravées dans le marbre de la loi fondamentale. Comment on s'en sortira, ça sera un autre chapitre. Et merci. Merci Sophie. Est-ce que tu es d'accord avec ces conclusions de Sophie, Omar, sur lesquelles tu vas repartir avec cette progression, ce passage de deux constitutions, essentiellement de la constitution de 59, qui serait une constitution réfléchie et créée par une élite, et cette entrée progressive, en force, je dirais, après la Révolution, de l'appropriation du débat par une collectivité nationale. Merci. Merci. Oui, je vais parler un peu dans le prolongement de ce que vient de dire Sophie, mais peut-être en introduisant peut-être deux réflexions qui me semblent importantes. D'abord, s'il n'y avait pas de révolution, les historiens n'auraient pas ni la latitude ni la possibilité intellectuelle de parler d'une histoire aussi chaude. Moi, je ne me souviens pas qu'on ait pu organiser des choses avec des historiens avant 2011 sur des événements aussi près de nous, ce qui est à la fois un cadeau de la Révolution, mais peut-être aussi un défi devant l'exercice de la réflexion historique. On n'a pas de cadeau sans rien, donc les historiens sont encore plus devant ce nouveau défi de parler de cette histoire à la fois très chaude et en train de se faire. Et deuxième chose, je veux dire que cette révolution de 2011, avec ce défi de parler de cette histoire en train de se faire pour les historiens, qui n'est pas un exercice facile, nous impose de parler avec énormément de prudence et même, je dirais, d'humilité, parce qu'il faut accepter l'idée que nous ne sommes pas en mesure de dire des choses ni définitives ni stables sur n'importe quoi, y compris sur notre constitution de 2014. Et donc je vais revenir un peu sur les notions, par exemple, de rupture qu'a introduite, la notion de rupture qu'a introduite Sophie, pour dire qu'effectivement, pour les historiens que nous sommes, cette notion, elle est accouplée d'abord avec la notion juste inverse de continuité, et que les événements d'après 2011, y compris dans ce texte, dans ce court laps de temps de 2011 et de la création de la Constituante et de l'écriture de la Constitution, nous fait observer que rupture et continuité qui vont toujours ensemble, comme la tradition va toujours avec la modernité, on ne peut pas parler de l'un sans l'autre, et que ce couple de rupture et de continuité, il est différent selon qu'on soit acteur ou selon que l'on soit historien. Et donc, quand tout à l'heure Sophie a parlé de volonté de rupture, il faut reconnaître comme historien que c'était une volonté des acteurs. Et que cette volonté des acteurs était en prise avec des événements et en prise avec une situation, en prise avec un contexte dont les historiens doivent tenir compte après coup,
Et le travail des historiens sur les ruptures et les continuités consiste à aller retrouver justement les continuités dans les ruptures et les ruptures dans les continuités. Voilà, j'ai quelques historiens devant moi dans la salle et je suis sûre qu'ils comprennent ce que je veux dire, mais je vais essayer de l'appliquer. C'est-à-dire que retrouver en tant qu'historien les fils rouges qui permettent de voir comment est-ce qu'une rupture est à la fois une rupture, mais aussi une certaine continuité, je vais essayer de l'appliquer à cette histoire de constituante, ou en tout cas de constituante qui s'est imposée dans le feu de l'action. Je veux dire que justement, on réfléchit sur des jours extrêmement, sur une période extrêmement courte et une histoire particulièrement chaude. Justement, l'histoire de la Tunisie de cette période-là permet de poser la question du comment, hein, pas du pourquoi, évidemment. Du comment on est passé de la volonté de rompre avec le régime, qui était effectivement très clair chez les acteurs, on pourra revenir dessus. Donc, comment est-ce qu'on est passé de cette volonté de rompre des acteurs vers un projet de constituant? Ce n'est pas une opération ni intellectuelle, ni politique simple. Eh bien, cette opération, qui est à la fois très complexe, partagée par des acteurs très différents politiquement, on le sait, hein, sur place, parce qu'ils ont une sorte de référent, une culture politique qu'ils partagent, malgré leurs différences. Je ne veux pas rentrer dans des différences politico-politiciennes sur lesquelles justement on peut faire des études. Je veux moi revenir sur l'idée de ce qui les unissait. Et ce qui unissait les acteurs de 2011, à mon avis, hein, c'est une hypothèse, et je peux la soumettre et on peut la discuter, c'est cette culture de l'élite politique tunisienne, qui est d'abord une culture juridique. Je dis bien qu'il est d'abord une culture juridique, elle a deux pans, à mon avis. Elle est d'abord juridique, à forte teneur juridique, et Dahou a dit des choses sur l'histoire algérienne qui permet de faire des comparaisons entre la Tunisie et l'Algérie, et deuxièmement, liée à la culture de l'écrit et à la culture de l'imprimé. Tout ce que l'on répète dans le récit constitutionnaliste tunisien, je dis bien un récit, ça ne le diminue en rien, mais ça le met à sa place, dans le récit constitutionnaliste tunisien, et ce sont les produits, à plusieurs niveaux, d'une culture écrite, imprimée, qui a commencé à être imprimée vers 1850, et le premier texte officiel imprimé de l'État tunisien, c'est la Constitution de 1861. Vous voyez cette imbrication extrêmement forte entre ce nouvel âge de la culture tunisienne qui est liée à l'imprimé et la place fondamentale qu'occupe la Constitution. Parce que comment devient-on un acte fondateur? On le devient un peu par ce genre de technologie. Nous sommes au temps d'Internet, et c'est très important de réfléchir à la manière dont des actes, des textes, des notions, des idées passent et s'installent dans la culture d'un pays. 1861 est devenu le référent constitutionnel premier parce qu'il est lié à la culture de l'imprimé qui va commencer à se répandre à partir de 1860. Ça, c'est une des premières hypothèses. La deuxième hypothèse renforce encore plus ce que vient de dire Sophie, parce que en reprenant les étapes, si vous voulez, les balises apparentes de ce constitutionnalisme juridique appuyé par ces expansions très apparentes, il y a d'autres étapes qui sont moins connues de l'histoire politique tunisienne et qui montrent comment ça chemine dans l'élite politique. Comment chemine l'idée d'une constitution, de son importance, de sa place centrale dans la construction d'un État, etc. 1861, donc, c'est la naissance, mais il y a aussi, entre 1861 et 1959, d'autres étapes. La première, c'est les revendications du journal Le Tunisien en 1908. La deuxième, c'est la Tunisie martyre de 1920 et l'appellation d'Estour. La troisième, c'est la crise d'avril 22 avec toutes les revendications, le mémorandum, vous vous souvenez, de Linsobel, ou la Constitution à la première place. 1938, la revendication d'un Parlement tunisien. 1942, beaucoup moins connu, le mémorandum de 16 revendications qui a été
présenté à Monsef Bey. En 1951, le mémorandum qui a été présenté à Lamine Bey. Voilà les continuités. Hein, voilà les continuités. Et donc, encore une fois, jusqu'à ce qu'on arrive à 1964, Destouri, 1988, Destouri, c'est-à-dire que le mot Destour n'est pas seulement un mot, hein, il est effectivement tout complètement incrusté dans la politique des acteurs. Et comment ça va arriver effectivement aux acteurs de 2011? Eh bien, par l'enseignement du droit, tout simplement. Et si, et je termine là-dessus, parce que Sophie en a dit un mot, et si le discours a été si juridique, si juridicisé en 2011, c'est que nous avons une faculté de droit qui date de 50 ou 60 ans, et que la première différence entre 1959 et 2011, c'est qu'en 1959, on avait une classe politique, très peu de juristes, et en 2011, une classe politique, mais beaucoup de juristes qui ont été des élèves, des étudiants et des enseignants à l'université tunisienne. Ils sont juristes et c'est là qu'ils ont pu peser et jouer leur rôle en tant qu'acteurs, en tant qu'intellectuels organiques, comme dirait Gramsci, dans l'écriture de cette constitution. Et à mon avis, dans cette rupture qui semble être une rupture, on peut retrouver énormément de continuité si on fait attention aux petits fils rouges qui sont en dessous de l'écorce des faits apparents. Voilà. Merci. J'aurais tout de même une question à te poser pour répondre de façon plus précise à la question posée. Quel est l'impact populaire par rapport, est-ce que ce serait donc uniquement une volonté presque inscrite dans l'histoire de la Tunisie par ce rapport dont tu parles des élites à l'écrit et finalement au texte constitutif? Et par rapport à ça, où est-ce que tu places la volonté populaire par rapport à laquelle on s'interroge? Je ne sais pas où elle est. C'est-à-dire? Je ne sais pas où est la volonté populaire. Est-ce que, je pense qu'il y a une construction politique et il y a des luttes politiques. Est-ce que, par exemple, à côté de ce travail entrepris par les juristes, et ce que tu dis, à mon avis, c'est tout à fait vrai, tout à fait convaincant, mais à côté de ce travail des juristes, est-ce qu'il n'y avait pas autour, en tout cas comme on a pu l'observer nous autres qui ne sommes pas historiens ni même juristes d'ailleurs, ce que nous avons pu observer, c'est quand même une mobilisation extraordinaire de gens qui étaient autour et qui s'impliquaient comme s'ils étaient juristes. C'est-à-dire que la moitié de la Tunisie est devenue juriste et il y a une participation absolument extraordinaire. Et nous parlions tous de l'article les uns 30 quand on est universitaire, les autres de l'article après le problème du sacré, en plus le problème de la complémentarité, c'est-à-dire qu'il y a une implication, je dirais populaire, citoyenne plutôt que populaire, dans cette écriture de la Constitution. Est-ce que vous tous, hein, pas nécessairement pas, vous pouvez répondre un petit peu à cette question? On y a déjà répondu et Sophie en a dit un mot. S'il y a eu, c'est parce que c'est par Internet en fait. Par Internet et par cette donc n'oublions pas que la Constitution, il y a eu 40 projets de Constitution qui ont été présentés à la Constituante avant même que les constituants commencent à travailler d'abord. Donc ça veut dire qu'il y a 40 personnes qui se présentent, c'est énorme pour un petit pays comme la Tunisie. Donc pour moi, et cet impact citoyen dont tu parles, effectivement, c'est parce qu'il y a une grande classe qui est concernée par la politique. Et je ne sais pas comment l'appeler, mais ce n'est pas le peuple. C'est une grande catégorie de gens, beaucoup de gens qui sont intéressés et qui ont travaillé. Et je pense, c'est pour ça que je suis revenue à l'imprimé. C'est parce que Internet, Facebook, etc., ont permis un autre mode d'écriture, un autre mode de participation, sur lequel les historiens de 2050, de 2100 et de 2200 vont se pencher, je pense. Merci. Bon, avant de donner la parole à la Gélège, on va repasser le micro à Sophie. Et puis on va demander la date, ce qu'il pense quand même de cette écriture de la Constitution tunisienne. Moi, je voudrais juste rappeler deux petits faits. Bon, d'abord, je pense que ce qui est très important, c'est qu'effectivement le rôle d'Internet n'est plus à démontrer dans cette période-là, mais que, n'oublions pas, dans toute la région du pays, dans une série d'associations de la société civile,
il y a eu des discussions, des débats oraux, des réunions, etc. Et ce n'est pas par hasard, c'est un des organisateurs de cette expo qui nous a été offerte, une des organisations les plus dynamiques de l'époque de la société, il s'appelle Dostos quand même. Bon, c'est tout de même pas, c'est pas un hasard que ça s'appelle Dostos. Donc voilà encore un exemple de l'importance de l'appropriation. Mais je rappelle un autre fait qui m'a paru important, parce que c'est une reconnaissance par le pouvoir exécutif transitoire à l'époque. N'oublions pas que la haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution était d'abord un comité d'experts, de juristes. Bon, c'était un comité de juristes, d'une grosse dizaine de personnes, je crois qu'ils étaient 13, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et que, sous justement la pression d'une demande, je ne sais pas s'il faut l'appeler demande populaire, demande citoyenne, ça nous prendrait plus de temps. On peut, évidemment, essayer de choisir le mot. Mais qu'elle s'est transformée en haute instance de 150 membres, censée représenter toutes les sensibilités de la population. Je vous rappelle qu'il y avait les partis politiques existants à l'époque de la dictature, les groupes, ensuite, les associations existantes à l'époque de la dictature, les Gariba, Charsi et Ouattani, dont un panel assez diversifié, on va dire, de personnes, et également les représentants des régions. Donc, les représentants des régions. Ce qui, d'ailleurs, c'est un autre sujet. Les régions voulant dire, à cette époque, on disait GIE seulement, mais voulant dire région déshéritée. C'est-à-dire que le Sahel n'est pas une région, la région de l'Isère n'est pas une région, Tunis n'est pas une région. Non, mais c'est vrai, c'était comme ça que... C'était comme ça. Et donc, cette transformation d'un comité d'experts, et qui illustre la tradition juridique de la Tunisie, puisque tous les experts étaient des juristes, en une instance censée représenter tous les courants de la population, montre cette appropriation citoyenne et cette revendication citoyenne, et je pense que c'est très important. Je crois qu'il y a eu un mélange des deux. On ne peut pas dire c'est ou une appropriation populaire ou une dynamique politique. Je crois qu'à un moment, et si après elles ont divergé, et Dieu sait qu'elles ont divergé, il y a eu une convergence entre demande populaire, je ne dirais pas revendication, mais je dirais demande, c'est pas tout à fait, et intérêt politique, eh bien, qui ont convergé pour que prévale la nécessité d'aller vers une constituante. Moi, je le vois comme ça. Carole, tu aurais un petit mot à dire? Il y a dans les propos qui ont été tenus une sorte de primauté relative donnée à une classe d'élite juridique, à la scripturalité. Or, quand on voit l'exposition, et j'ai fait le tour tout à l'heure, j'ai pris tout le temps de voir dans le détail le défilé des événements, on se rend compte que partout où dans les affrontements ont commencé, les manifestations, les grèves, etc., il y a en fait une reprise de l'initiative politique et le balancier s'est déplacé depuis les sphères de la direction politique ou idéologique vers la base. Au fond, la source de la souveraineté a commencé à négocier au corps à corps un nouveau rapport à l'autorité, au pouvoir et à la légitimité politique. Donc au fond, il faut prendre en compte les deux aspects, pas seulement l'aspect de la scripturalité du droit, qui en fait une conséquence, mais la négociation au corps à corps du peuple tunisien avec les autorités gouvernementales et avec les forces de la répression politique. Nous allons passer la parole à Najer, qui va, je pense, aborder le sujet sous un angle tout à fait différent. Oui. Alors, bonjour.
après la Révolution, j'ai essayé de réfléchir sur cet événement qui est le contraire d'un événement traumatique, tout à fait le contraire. Et là, c'est un défi pour la psychanalyse. Donc, j'ai essayé de réfléchir sur la Révolution à partir de la psychanalyse, mais aussi j'ai essayé de réfléchir sur les limites de la psychanalyse et sur les défis que pose la Révolution à la psychanalyse. Je donne, à propos du rapport des défis posés par la Révolution à la psychanalyse, je vous donne un seul exemple, tiré d'une étude que j'ai écrite, mais que je n'ai pas encore publiée. Tout d'abord, il est difficile de définir les foules qui se sont soulevées en Tunisie entre le 17 décembre 2010 et le 14 janvier 2011 comme, je cite Freud, dans son livre Psychologie des masses et analyse du moi, une somme d'individus qui ont mis un seul et même objet à la place de leur idéal de moi et se sont en conséquence identifiés les uns aux autres. Il y avait certainement de la libido, une dynamique libidale de groupe dans ces soulèvements, mais ces foules n'étaient pas mues par une idéologie massifiante. C'est un défi posé à la littérature psychanalytique. C'est exactement comme la révolution tunisienne a posé des défis aux analystes, aux historiens, à la géopolitique, aux think tanks américains, etc. On retrouve le même phénomène en psychanalyse. Parce qu'on a du mal à penser ce moment d'émancipation. Donc, ces foules n'étaient pas mues par une idéologie massifiante, hormis la libération de celui qui ne prétendait même pas être mis à la place de leur idéal du moi, comme le suppose Freud, et n'était pas constitué autour d'un leader, hormis la figure de cet homme calciné qui était Bouazizi. Donc ça c'est le premier point. Donc il y a un manque d'outils permettant de conceptualiser ce moment d'émancipation, qui serait, à mon avis, au niveau, il y a un émoi révolutionnaire, une émotion qui n'est pas, qui serait l'inverse d'un traumatisme. Or, la psychanalyse, jusqu'aujourd'hui, a beaucoup pensé le traumatisme, et non pas, il n'a pas pensé l'émoi contraire. Enfin, difficile à définir. Alors, l'hypothèse sur laquelle je m'arrêterai un peu est la suivante, c'est que la révolution ressemble à une psychanalyse. Tout d'abord, on a assisté, je pense qu'on a assisté à une levée spectaculaire du refoulé. La société tunisienne s'est dévoilée aux Tunisiens. On voit, par exemple, les islamistes qui étaient en prison, on les a sont sortis, ils sont devenus des acteurs de la vie démocratique, etc. Et on a vu, chose sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi, j'ai réfléchi sur le phénomène des lapsus politiques. Les lapsus fusaient de partout. Je ne sais pas si vous vous souvenez du Himar Watani, à la place de Himar Watani, de Nifer Watani à la place de Wifer Watani. Et une journaliste, une fois, au lieu de dire féminin, masculin, a dit féminin et masculin. J'ai noté pas mal une vingtaine de lapsus de ce genre, et les lapsus
sont le signe justement d'un grand dévoilement et parce que le lapsus est dû à un conflit entre ce qu'on a envie de dire et ce qui est sorti de notre inconscient. Et puis, j'ai réfléchi aussi sur une sorte de politisation de la vie psychique, parce que j'ai écouté certaines personnes après la psychanalyse et j'ai remarqué que leur vie est devenue arrimée à la révolution et aux événements qui ont suivi la révolution. Par exemple, je vous donne des exemples de récits de vie. Une dame qui dit: je suis née le 6 février, j'ai divorcé le 6 février, j'ai été, c'est-à-dire le 6 février, ça correspond à l'assassinat de Belaïd. Un homme m'avait dit: j'ai été naturalisé français le 14 janvier 2011. C'est une honte pour moi. J'ai dit une autre dame. J'ai dit à mon mari: dégage, juste après la révolution. Et après 23 ans de mariage, comme par hasard. Une journaliste m'avait dit: j'écrivais des articles sur le folklore et l'art culinaire en Tunisie. Après la révolution, je me suis mise à écrire des articles politiques. Une autre remarque, mis à part cette psychologisation de la vie psychique, cette psychologisation de la vie politique par les lapsus qui fusaient de partout, et cette politisation de la vie psychique. J'ai remarqué un autre phénomène. Juste après, le 25 janvier 2011, j'ai commencé à effectuer une sorte de stage à l'hôpital de Razi, parce que je suivais des études de psychanalyse et médecine à l'époque. J'ai écouté les malades et les psychiatres en même temps. Et je prenais des notes. Qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté que voilà. Il y avait les malades venaient parler de la révolution. Mon hypothèse, c'est que les malades mentaux ont été des acteurs de cette révolution. Je donne l'exemple, une photo, encore une photo. Donc, vous vous souvenez de l'homme qui donnait une baguette et qui narguait les policiers, comme si la baguette qu'il donnait était une arme. Eh bien, celui-là était un des ex-résidents de Razi. Et c'était en fait un schizophrène. Mais les psychiatres ont reconnu beaucoup de malades. À la CASPA, j'écoutais les malades qui venaient prendre donc leurs ordonnances et qui allaient retourner à la CASPA. Donc c'est le signe, la maladie psychique a été reconnue. C'est un moment d'une ouverture inouïe qui fait que les fous étaient là et sont devenus acteurs. Mais au fil des jours, j'ai assisté au contraire. Donc, c'est comme si on retrouvait l'ancienne conception de la folie comme étant une sagesse extrême à ce moment-là. Mais au fil des jours, j'ai assisté à la construction de la maladie révolutionnaire, de la révolution comme étant un traumatisme comme étant un traumatisme. Donc, les psychiatres se sont mis donc, à contrer cette présence sanitaire et on lisait partout des chiffres du genre 53% des Tunisiens souffrent de stress post-traumatique, donc post-révolutionnaire. Donc on est passé, au contraire, on est passé de la révolution comme étant une émancipation à la révolution comme étant une maladie. Et très vite. Et avec les chiffres, avec
ce qu'on appelle la raison, ce que Richman appelle la raison traumatique et ce qu'on appelle aussi la raison sanitaire. Alors, pour conclure, je ne sais pas si je peux conclure, parce que je n'ai pas tout dit. Bon, c'est pas la peine. Non, je voulais dire qu'il y a un rapport entre comme en psychanalyse, on guérit, mais la guérison vient de surcroît. C'est pas une causalité linéaire. La révolution ressemblerait à une émancipation qui est de surcroît, qui n'est pas directe. Voilà. Je n'ai pas le temps de développer cette idée. Merci, Rajer nous a sorti un petit peu de la question de la Constitution, mais elle nous a quand même permis de comprendre l'impact de cette révolution sur les Tunisiens. Bien, maintenant, la parole est à la salle. Qui voudrait poser une question ou faire je ne sais pas, moi, ajouter quelque chose? On vous écoute. Les questions, moi, c'est-à-dire un apport à la réflexion que de véritables questions. Effectivement, je pense qu'il y a encore beaucoup de réflexions et de recherches et d'enquêtes à mener sur le rôle de l'armée. Ça, c'est parce qu'à la fois, comme tu le disais, il y a eu un refus, disons, enfin, le cross en l'air des soldats, puisque l'armée, par définition, à la mesure où c'est une armée de conscription, l'armée tunisienne, eh bien, elle est représentative de cette société. Elle est d'autant plus représentative des classes populaires que, en général, les classes dominantes se font plus ou moins exempter des services militaires ou arrivent à y échapper. Donc, vraiment, l'armée de cette conscription est une armée tout à fait représentative des classes populaires. Et dans l'exposition, c'est extrêmement intéressant. Il y a plusieurs vidéos de manifestants qui disent « Soldats, vos frères, vous êtes avec nous, nous sommes les mêmes, vous êtes des nôtres ». Donc ça, c'est très important. Bon, on sait très bien que l'armée est faite de plusieurs éléments, était faite de plusieurs éléments en Tunisie, donc évidemment, il y aura encore tous les nuages ne sont pas encore levés sur le rôle de la garde présidentielle, sur le rôle, etc. Dans le rétinu le 14 janvier, un coup d'État par la Révolution. Ça, c'est des questions qui continuent de se poser, je crois, et on n'a que des éléments de réponse, on n'a pas des éléments de réponse complète, donc il y a encore du boulot pour les historiens. Sur les femmes, j'estime que c'est un commentaire que tu as fait, que tu as questionné. Je voulais revenir sur la question de relais qui est très importante, et je pense que ça aussi c'est un des chantiers de la recherche à faire. Je ne voulais pas dire les mots qu'on utilise d'habitude, parce que je trouve que la révolution aussi a servi à faire réfléchir sur beaucoup de mots ou d'expressions, comme entre autres le mot société civile, etc. Et voilà. J'ai fait un peu exprès, mais c'est un effort pour essayer de dire les choses avec d'autres mots pour le moment, d'autres mots provisoires. Et je pense qu'effectivement, et je reviens encore à cette idée que une des choses historiques qui s'est jouée avec la révolution tunisienne, sans du tout faire fi de tout ce qui est de toute la place du peuple instituant, comme dirait l'autre, je veux dire, voilà, il y a ça, il y a cette idée-là. Pour moi, comme historienne, c'est très flou et je ne pourrais pas l'utiliser, mais dans mon domaine de recherche, il m'est plus facile de me pencher effectivement sur ce que j'appelle moi l'élite politique et intellectuelle. C'est un peu mon domaine de recherche. Ça devient un gros mot maintenant parce que quand on parle de l'élite, ça semble être une négation de ce qui n'est pas l'élite. Ce n'est pas du tout le cas, mais il faut aussi savoir, et c'est une des continuités de l'histoire, qu'il y a dans des moments de l'histoire aussi des moments où l'élite joue un rôle. Et je pense que pour la constituante, c'était un de ces moments du processus historique où l'élite a joué un rôle, et je voulais juste analyser cela. Merci, Marc. Tawfiq.
Je voudrais réagir à l'idée de la domination des juristes qui est réelle. Oui, enfin, l'apport important des juristes. Il y avait quand même, avant, pendant la création des instances provisoires, il y avait une réaction au niveau de l'Internet. Il y avait une constituante, enfin pas une constituante, quelque chose de ce genre-là, qui faisait écho de ce qui se passait à l'instance provisoire de oui. Et on recrutait des gens, lui, les spécialistes, on le met là-dedans, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que les discussions dans ce groupe, dans ce groupe de Facebook, et dans l'instance, des échos, un échange qu'on voit, puisqu'on le voit l'autre sur l'internet, à la télé. On voyait ça un peu à la télé et on voyait les discussions sur Internet. Donc il y avait une interaction assez importante. J'ai constaté, à propos de psychanalyse, j'ai constaté, pratiquement pendant un mois, 2 mois, beaucoup de gens qui parlaient autour des hôpitaux. J'habite dans un endroit où il y a beaucoup d'hôpitaux, des gens qui marchaient par. Ils parlent de tout, etc. Péter des câbles. Ça s'appelle péter des câbles. Tout le monde. Oui. C'est un délire. En fait, les gens sont éclatés et parlaient. Et certains avaient de vrais problèmes. On se rappelle très bien qu'il y avait des queues énormes devant le gouvernorat. Le gouverneur, là où il y a le gouverneur, il y a des queues énormes. Tout le matin, ça durait longtemps et les gens avaient des choses. Donc ça, il y avait ça qui était visible dans la rue. Troisième réflexion que je voulais faire, c'est que beaucoup de concepts, beaucoup de concepts nouveaux qu'on ne connaissait pas du tout. Démocratie directe, équilibre démocratie, comment dire, la technologie participative. Et ça s'est popularisé. Donc, il y avait les 40 constitutions qui étaient citées, mais en même temps, il y avait des trucs ultra-modernes, là, du concept ultra-moderne qui étaient discutés, etc. Mais je pense qu'il y avait quand même une interaction entre le problème de la parité. La parité, ça a été développé par les associations, mais aussi, on voyait comment ça se fait. On était contre, par exemple, le quota, la question du quota. On voulait la parité, on voulait pas les quotas, un quota, etc. Donc, ça veut dire que la volonté de faire une constitution ultra-moderne, pas une constitution comme l'ont fait, etc. Donc, il y avait et ceci, c'est très visible, c'était très visible sur Internet.
Et après, Merci. C'est conseiller Hassan Ben Ali qui a été choisi par Ahl al-Halm wal-Aqd, c'est-à-dire les notables, pas par les janissaires, par les déys ou les beys. Et dès ce moment, on ne parle plus de l'armée dans l'exercice du pouvoir en Tunisie. Le moment fondateur du pouvoir civil en Tunisie, ça remonte au début du XVIIIe siècle. Avec les Mourabites, c'est-à-dire à partir du moment où les baies remplacent les baies aussi. Les baies Mourabites. Les baies Mourabites. Mais surtout avec la création de la dynastie hosseinienne. Merci Sylvie. Correa. Oui. Je voudrais faire deux petites remarques à propos de l'écrit et du juridique qui a été diffusé grâce à l'université de droit et de sciences juridiques. J'ai découvert lors des débats, vous savez que l'avenue Bourguiba, c'était devenu comme le coin de Londres où il y avait les débats, voilà, IPA, Corner Point, où il y avait des cercles de débat. Je passais de l'un à l'autre et j'étais impressionnée. Et c'est tout le peuple, pour moi, avant, on disait le peuple tunisien, c'est un peuple de plaideurs. Il y a toujours la présence de l'avocat, de l'huissier notaire, on va tout de suite porter plainte, quel que soit le conflit. Et là, j'ai découvert que les gens, des simples citoyens, des femmes de tous âges, des gens de tous âges, parlaient une langue extraordinairement riche et mesurée, et avec des termes juridiques. À propos, c'était des sujets divers, mais très souvent qui portaient sur le projet de société, le projet de constitution. Et c'était des débats passionnés. Et moi, qui ne suis pas arabisante, j'étais impressionnée par la qualité de cette langue extrêmement bien parlée, bien maîtrisée. Et le deuxième point, pour réagir sur la vision psychanalytique de la chose, c'est vrai que ça a été, on disait pendant ce moment d'exaltation assez exceptionnel, qu'il y avait comme un nuage de shit qui planait sur Tunis. Tout le monde était stone. Et moi, pour ne pas perdre la boule, parce que ça se précipitait tellement les événements et tout, j'étais obligée de tenir un journal de bord, parce que j'étais en plein dedans sur l'avenue avec tout ce qui se passait, pour au moins avoir des repères, de pas l'impression de perdre la boule complètement. Et puis il y avait ce phénomène iconoclaste, où les gens sont allés, ils ont détruit toutes les maisons représentatives, tous les lieux de l'ancien régime, et vous aviez toute une population qui a squatté des appartements. Moi, un soir, j'étais à la maison, il y a des gens qui sont rentrés, j'avais oublié de fermer la porte, ils voulaient s'installer. Tout simplement, il y avait ce mouvement d'occupation. Ça me rappelle l'Algérie de 62, quand les paysans sont venus et ils ont occupé ce qu'on a appelé les biens vacants. Mais des fois, carrément, les gens étaient là. Et donc, ça rejoint. Et puis, effectivement, on disait que tout le monde était en état de dépression, tout le monde est passé soit à l'alcool le soir pour essayer de dormir, soit aux produits, des antidépressifs et autres, avec la violence aussi qui s'est déclenchée, l'auto-violence, ce qui s'est suivi longtemps après. J'ai tenu presque un truc macabre du nombre de suicides qu'il y a eu dans la foulée en 2011, 2012, 2013. Moi, rien qu'à côté de chez moi, au-dessus de l'international, il y a eu 5 suicides jetés du 11e étage là-haut. Donc, le traumatisme, c'était peut-être une libération avant, mais après, je ne sais pas par quel processus, il y a eu un état de pathologie, de violence qui s'est déclaré. Voilà, merci. C'est l'idée de rupture de continuité dont on a parlé. Omar ne peut pas se lire à travers ce que tu dis. La rupture très forte, fait que les gens sont complètement déstabilisés. Et peut-être aussi que l'idée de constitution, qui est un peu dans la continuité,
est aussi inscrit dans ce désir d'établir quelque chose. Il y a à la fois rupture, donc déséquilibre, qui fait que l'on peut être ou exalté, ou au contraire déprimé et dépressif, et l'idée de cette continuité qui fait qu'on se dit, dans cette rupture, il y a toujours ces textes écrits qui balisent le chemin et qui nous rassurent. Peut-être l'idée de la Constitution peut-être se lire à travers ce paradigme psychanalytique qui me vient comme ça à l'idée maintenant. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, moi je reviens au parallèle entre psychanalyse et révolution. La psychanalyse hystérise la personne. Cet effet-là, l'exaltation, bien que j'ai établi. Par contre, à Razi, à partir du 25 janvier, il y avait très peu de patients. Pas à cause du manque de moyens de transport, etc. Parce que quand j'ai posé la question aux psychiatres, ils m'ont dit mais ils sont guéris par la révolution. Ils étaient euphoriques, les patients. Ils venaient prendre leur ordonnance, mais j'ai noté leur discours. C'est étonnant, les métaphores qu'ils utilisaient. Ils parlaient des arbres, des oiseaux qui riaient, etc. C'était une période d'euphorie généralisée, mais après, il y a eu la construction de... Oui. Militarisée, et que la tunisienne est essentiellement l'œuvre de juristes, mais politisés. Je n'imagine pas un juriste qui n'est pas politisé s'impliquer dans la dimension politique. Elle est quand même fondamentale. Oui, j'ai ici avec moi le journal officiel qui a repris le PV de la première assemblée constituante et donc de sa composante. Et pour l'essentiel, ce sont des maquisards. Ce sont des gens qui ont fait leur classe dans les maquis, dans la vie politique, dans l'affrontement à caractère militaire contre l'occupant. Donc il y a l'intention principale, le sujet principal, préoccupation des constituants de 1962, c'est la question du pouvoir. Ce n'est pas la question du droit. Or, si je comprends bien toute la tradition constitutionnaliste tunisienne, c'est la question du droit qui est au centre. Mais il y a, donc là c'est clair, et puis par la suite, les constitutionnalistes qui ont revu la première constitution, la deuxième, 89, puis les autres constitutions qui se sont succédées pour pouvoir établir un pouvoir présidentiel ad aeternum, ce sont des juristes, mais des juristes d'école, sortant de l'université, comme Ahmed Mahloul ou d'autres. Donc le problème, c'est que... Sans appartenance politique. Sans appartenance politique, c'est-à-dire une instrumentalisation des juristes dans la rédaction de la Constitution, des juristes constitutionnels. Ce qui est tout à fait en contradiction avec le caractère politique constituant de la loi fondamentale. Et je voulais faire, si je peux me permettre, une remarque, une observation dans tout le débat. Hier soir, dans la discussion avec Sanab Nahachour, on avait abordé la question du malentendu entre les francophones et les arabophones ou les islamisants. Elle disait qu'en fait, il y a une sorte de malentendu sur la question de sur le pouvoir civil, hein, la société civile, المجتمع المدني. عند les francophones, المجتمع المدني, c'est la société civile. Elle a une connotation sur le plan sémantique et épistémologique. Mais chez les courants Hanouchi et autres, المجتمع المدني a une autre connotation. Or, eux aussi ont participé au débat constituant. Donc on ne les trouve pas dans le débat actuel,
Il faudrait peut-être aussi en tenir compte parce que dans la crise algérienne des années 88-90, la rencontre de Saint-Égidio entre les partis d'opposition et les représentants du FIS, la confusion était extrême entre ce que les réformistes de la constitution politique francophone, disons, de culture francophone, a appelé la loi fondamentale. Alors qu'en arabe, c'est le canon du Charia. Et ils ont signé le contrat de Saint-Égidio. Alors, c'est un des problèmes qui se posent au niveau constitutionnel. Merci. Non, moi je voulais juste dire un mot. D'abord, je ne suis pas juriste, personne n'étant parfait. Mais quand vous dites ce que c'est une politisation des juristes, le droit, pour moi, en tant qu'historienne, c'est de la politique, c'est la mise en conformité juridique d'un rapport de force sociale, d'un rapport de force politique, d'une hégémonie politique. Donc le droit, ce n'est que de la traduction juridique du politique. Il n'y a pas d'autre droit que cela, me semble-t-il. Voilà. Et quel que soit, c'est pour ça que le droit, en fonction des rapports de force politique et en fonction de l'émergence de nouvelles classes sociales, change. Sinon, il ne changerait pas. Il serait intemporel s'il n'était pas politique, à mon sens. Maintenant, je voudrais juste revenir un petit mot, si tu permets, au fond, à propos de ce qu'a dit Enda et de ce qu'a dit Taoufir sur qui est moderne en Tunisie. C'est une bonne question, je pense. Qui est moderne? Parce qu'on a des espèces de clivages entre voilà, les progressistes, les modernistes, les pas modernistes. Enda, tu disais à propos des femmes. Eh bien, aujourd'hui, le gouvernement tunisien est absolument pas représentatif de la place des femmes dans la société civile et dans la société de façon générale. C'est-à-dire qu'il a un manque de représentativité sociologique totale. Dans ce cas, c'est la société qui est en avance sur un gouvernement qui s'apprête à conduire les forces dites progressistes aux prochaines élections. Voilà. Bon. Or, ce gouvernement est proche du scandale en matière de représentation des femmes. Donc, en fait, on a parlé tout à l'heure de rupture et continuité, je parlais aussi de discontinuité, de partage des rôles. En fait, je crois qu'il y a partout à la fois des éléments de conservatisme et des éléments de modernité. Que ce soit dans une société qui, à bien des égards, dans certains de ses segments, est profondément conservatrice, il peut y avoir des étincelles de modernité. Et de même, dans des segments de la société qui se considèrent comme modernistes, il y a une poche de conservatisme extrêmement important. Et je crois qu'il faut aussi travailler avec cette complexité. Je vous remercie beaucoup pour votre participation, pour votre présence, et j'espère que l'on continuera le débat sur ce grand moment que nous avons vécu. Merci Akmal, merci Rajel, merci Sophie, merci Barou, merci vous tous. Merci à Rabat. Et à bientôt, j'espère. Au revoir.